contribution au progrès humain. أردقيني أر إفيون أر ثمدين تقيني ومزروي يوكن أنسالي يذون أم قبيليا أم قبيليا أناي أقبيلي ونصيف دونك لو درابو أوفيسيال كابيل كنا ديالي وناي أقبيلي ونصيف يوكن نلقن الجناس أكن ملان أغرف قبيلي ذاين يزدي القديس وكذا سون حلا ثيل اللينس أنا ديوي إميذا قدران يون وسريف نتللي ننوان نتللي 1962 نوغال سيس أخطر شفيغد وساغ لي فيديو عندها كريم بالقسم ستيماديس نسمي ديالنا لا ديكلاراسيون دانديبوندونس إوا كنا ديالي نغسان فلاس أرد نبدو أوال يهضرنا تي ستروميث تيديني ولا ديك ستروميث Déclaration d'Évian. C'était ici qu'il y a 53 ans, Karim Belkacem avait signé les accords d'Évian pour mettre un terme au colonialisme français en Algérie. Il fut celui auquel échut l'honneur de rendre justice aux compagnons de combat de Falman Soumer de 1857, de Cheikh Ahbab Mqrani de 1871, ainsi que d'Amerouche de la guerre d'Algérie. Dans son sillage, toute la Kabylie avait cru, l'espace de quelques mois, que la nuit coloniale était derrière elle. Elle avait brandi le drapeau algérien avec fierté, tel le symbole d'une victoire sur la domination étrangère. Elle croyait qu'il était celui de la liberté. Elle le choyait. Hélas, elle déchampa très vite. La chasse au Kabyles fut aussitôt lancée dans les plus hautes sphères de l'État algérien. Karim Belkacem, le héros des accords d'Évian, fut contraint à l'exil en Europe où il avait fini par être assassiné sur ordre de Houari Boumediene en 1970. Les Kabyles qui étaient naguère les plus redoutables ennemis des colons français se ruèrent vers la France pour fuir un colonialisme de type nouveau, celui des arriérés, le colonialisme arabo-islamiste. Le rêve de liberté a vite laissé la place au cauchemar dont nous essayons de sortir depuis plus d'un demi-siècle. En me retrouvant enfin aujourd'hui sur ces lieux symboliques, c'est en mesurant le poids de l'histoire et celui de mes responsabilités en tant que président du gouvernement provisoire kabyle que je lève le drapeau qui aurait pu et qui aurait dû être celui qui aurait été levé par Karim Belkacem ici même le 18 mars 1962. Vive la Kabylie libre!
زين فنير مزيغ الوطن فلاس الحيفة الزوير ذكرتك غدواني ذنوبا غرد السين السكين تقنوي سيدا من يوزلن غفل اللي تروى تقبيلي سيدا من يوزلن غفل اللي تروى تقبيلي أتكلم جماع لمن الأرذمك أني ذا الليغ أني ذا الدير أد قدرا غنا يقبيلي أتسبدا سيسا أرجينا دجاعيونا في الصغلير تذافي ونا يقبيلي تذافي قبيلي فيف لا كابيلي أقبل مثل مس فرحة السلواي نونا بعض في من بوسيلي بني قبيلي عندما أول نصر حمدان كيني فيرمان لاليلي أكو ياسين شرايو أقبل أسنفك أصوات. La Kabylie, comme vous le savez tous, est un pays à part entière. Il a son peuple, il a son histoire, il a son combat. Comme vous le savez, depuis la perte de la Kabylie de sa souveraineté en 1871, face au colonialisme français, les Kabyles n'ont cessé d'œuvrer pour leur liberté. Et dans ce trajet, dans ce chemin, ils ont exploité plusieurs pistes, plusieurs visions politiques. On est passé par l'étoile nord-africaine, à ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Après la guerre d'Algérie, et d'ailleurs, à Segaklar de Guinée-Évian, il se trouve que c'est là où les accords ont été signés par un Kabyle et qui a été assassiné parce qu'il est Kabyle. Et donc, on s'est rendu compte de toutes ces erreurs, de toutes ces visions qui sont les visions de nos aînés. Elles sont légitimes, mais je pense aussi qu'on a le droit de les rectifier, de changer le cap. Le cap a été changé à partir de 2001, quand le pouvoir algérien a tiré sur nos enfants. Pas parce qu'ils étaient algériens, c'est parce qu'ils étaient kabyles. Et à partir de là, on a décidé de lutter pour notre liberté, pour réapproprier notre histoire, notre territoire. Et quoi qu'il en soit, on est fiers de l'héritage que nos aînés nous ont légué, avec les exploits, avec les échecs aussi. Et c'est grâce à leurs échecs que nous, aujourd'hui, nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin. أولي واتسالي غداكي أذكر أولي مساس الوالي. Samir Zulflaoul, et qui était Rome. Je tiens d'abord à vous saluer tous, à saluer Saïd qui nous a offert les lieux, c'est l'Amrani qui nous a offert les lieux pour cette rencontre et pour réaliser le lever de drapeau sur les terres de cette ville où les accords d'Évian furent signés le 18 mars 1962. Je tiens à saluer mon ami Sadak Hadjadim, l'un de nos responsables délégués de la Suisse, du Saint-Bernard. Et je vous renouvelle aussi ma fraternité, autant que vous êtes. Je tiens à saluer l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui se sont
mobilisé pour faire du 20 avril 2015 une journée historique, exceptionnelle, à travers laquelle l'histoire a définitivement basculé. Il y a la Kabylie d'avant, le 20 avril 2015 et la Kabylie d'après. Mais tout cela, bien sûr, la Kabylie a suivi un fil conducteur qui a été celui de la quête de sa liberté depuis qu'elle a été réduite par le général Rondon et MacMahon en 1857. Et je pense sincèrement que la France coloniale, particulièrement, avait commis la faute politique de la colonisation. Qu'elle ait colonisé la Kabylie un jour ou l'autre. De toute façon, on s'en serait débarrassé. Mais le fait de l'avoir intégré dans un ensemble qu'elle a appelé l'Algérie, alors que c'était un pays indépendant auparavant, elle en a fait une région. Eh bien, ce qui en est advenu, c'est exactement, comme on dit en kabyle, c'est parce qu'il croyait qu'il allait intégrer la Kabylie dans l'Algérie que la Kabylie a bouté dehors le colonialisme français. C'est la Kabylie qui a chassé le colonialisme parce qu'il n'accepte pas de domination coloniale d'où qu'elle vienne. On n'aurait pas fait, après l'indépendance, on aurait pu parfaitement réaliser le rêve d'une Algérie fraternelle et les Kabyles y aspirer, à commencer par le premier d'entre eux qui a signé les accords d'Évian. Mais les règles du jeu et de la démocratie et de la bonne gouvernance et du vivre ensemble ont été biaisés par les cocktails explosifs que constituent les pays créés par la colonisation. En voulant créer des pays coloniaux à l'image de la France a complètement perverti ou anéanti tout espoir de démocratie et de développement dans ces pays-là. Pourquoi? Elle a effacé le Savoyard, elle a effacé l'Occitan, elle a effacé le Corse, elle a effacé le Breton, elle a effacé le Ch'ti, l'Alsacien, pour faire le citoyen français. Elle a créé un mythe fondateur du citoyen, mais au détriment des identités régionales. Elle croyait que, en amalgamant un certain nombre de peuples à travers les territoires qu'elle a conquis, elle allait nécessairement créer de nouvelles nations avec de nouvelles identités sur la base de l'État qu'elle a créé. Ce n'est pas le cas. L'histoire de la France, les conditions de réalisation de la nation française ne se sont pas répétées à travers l'Afrique qu'elle a colonisée. Mais, par exemple, pour le peuple kabyle, qui fait le tiers en termes de population, de peuplement, le tiers d'un pays, comment faire en sorte qu'elle s'efface devant une autre entité? Aujourd'hui, nous sommes quelques 10 à 12 millions de Kabyles.
qu'il est cette minorité nationale dans un pays qui compte 35 millions ou 36 millions, qui fait le tiers d'un peuple ou d'un État. En fait, la vision de l'époque, c'était que dès lors qu'on crée un État, l'État engendre ou génère sa nation. Il n'y a pas plus fausse vision que celle-ci. En tous les cas, l'histoire a prouvé que ce n'est pas le cas. Et les soubresauts que nous connaissons aujourd'hui, avec l'Azawad au Mali, avec la Côte d'Ivoire partagée en deux, avec la Somalie qui n'existe pas, avec le Kenya partagé en deux, avec le Congo qui n'est même pas un pays, avec le Nigeria qui se cherche et qui ne se trouve pas, avec le Niger même. La théorie de la colonisation et la vision qu'il avait de la création de l'État sont complètement erronés. Et ces pays faits par la colonisation se défendent par l'histoire et la démocratie. Dans nos pays, la démocratie est interdite, ou pervertie si vous voulez, parce qu'on ne vote pas pour un programme politique, pour un homme qui a de la prestance, ou une femme qui a de la prestance, pour un porteur de projet d'avenir. On vote pour une identité. Je vote pour quelqu'un parce qu'il est de chez moi, parce qu'il me représente moi. C'est mon identité qu'il représente. Et donc, la démocratie a été complètement laminée. Une démocratie n'est viable qu'à l'intérieur d'un même peuple. Ou alors, à travers un fédéralisme où des peuples peuvent discuter d'égal à égal leurs intérêts. Sinon, la démocratie est morte. Et c'est pour ça, c'est pour ces raisons que tous les pays créés par la colonisation vont tous voler en éclats dans les 50 ans à venir. Il y aura une nouvelle géopolitique et de nouveaux pays. Mais en ce qui nous concerne, nous les Kabyles, la Kabylie, après avoir décolonisé l'Algérie, s'est retrouvée de nouveau sous la forme d'un nouveau colonialisme. Pourquoi sommes-nous pour la plupart en France? Ce n'est pas dû seulement aux besoins de main-d'œuvre de la France, c'est aussi dû à la fuite de l'Algérie arabo-musulmane, arabo-islamique. Parce que notre identité est bafouée, parce que nous ne sommes pas respectés dans ce que nous sommes en tant que peuple, que la plupart des Kabyles cherchent à s'expatrier. Et la France, qui était naguère notre ennemi, est devenue notre refuge. Le rêve vers lequel on s'envole dans notre écrasante majorité pour recréer de la vie, pour recréer de l'espoir, la Kabylie a besoin de se reconstituer, de se reconstruire, d'avoir la maîtrise de son destin par elle-même et qu'il n'y ait personne au-dessus d'elle pour lui dicter une marche que celle que ses enfants lui impriment. Nous sommes un peuple qui mérite de figurer parmi les grandes nations et nous avons eu un cheminement tortueux, mais nous avons eu le plus difficile. Dans un premier temps, c'était les idées de l'époque, c'était la violence. Le FFS, quand il est né dans la violence, dans la guerre, contre le pouvoir central. Même s'il n'avait pas assumé sa Kabylie en tant que telle, il n'empêche que c'était la Kabylie qui s'était insurgée pour avoir un droit de regard sur son destin, sur son propre destin. Et depuis l'expérience de 1963, malheureuse aussi, parce qu'elle a été malheureuse, nous avons décidé, à partir de notre génération, de mener un combat pacifique.
il y avait deux façons pour nous d'avancer. Soit la lutte armée, celle-là, on l'a tout de suite écartée, soit de travailler la société, de la prendre à bras-le-corps et d'en changer les idées et de mûrir, de créer une nouvelle espérance et d'aller de l'avant à chaque fois pour imposer plus de démocratie, plus de droits, plus de progrès. On se heurte, à chaque fois, nous nous sommes heurtés à la violence de l'État, à l'incompréhension des décideurs, à la discrimination envers les Kabyles et la Kabylie. Et à ce jour, cette discrimination est d'usage. Il n'y a qu'à lire la presse officielle et la presse arabophone algérienne. Nous sommes désignés comme le peuple à abattre. L'Algérie ne sera tranquille que le jour où il n'y aura plus de Kabylie. D'ailleurs, il n'existe pas à titre officiel, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas une région qui s'appelle la Kabylie officiellement. Il n'y a pas une entité administrative qui la nomme. Mais grâce à notre force, grâce à l'évidence, tout le monde parle de Kabylie, même s'il n'existe pas réellement. À titre administratif et politiquement, bien entendu. Mais dans la réalité, elle existe, le peuple kabyle est là. Il le prouve depuis l'indépendance. Toute l'histoire de l'Algérie se résume à un bras de fer entre la Kabylie et le pouvoir belge. Depuis que l'Algérie est indépendante, regardez tous les événements historiques, toutes les décisions politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, elles sont toutes basées sur le fait d'une stratégie qui consiste à réduire l'esprit de résistance du peuple kabyle. Comment l'endormir, comment l'arabiser sans qu'il s'en rende compte, comment en finir avec l'identité kabyle. Mais grâce aux élites, grâce à la conscience de la jeunesse kabyle et de ses enfants en général, nous avons traversé toutes les étapes par lesquelles nous avons surmonté l'aliénation. Et nous en sommes aujourd'hui à donner au monde entier des leçons autant de démocratie que de non-violence. Tout autre peuple, en 2001, qui aurait subi l'agression subie par la Kabylie, quand on a tiré sur nos enfants, aurait pris les armes pour se défendre. Nous avons fait le choix des armes de la politique à la place de celui des Kalachnikov. Et notre mérite est là. Et notre mérite est plus grand. Et je demande aux instances internationales de comprendre et de valoriser l'exemple kabyle, parce que il ne faut pas laisser les peuples aller vers la violence pour leur donner le droit à l'existence. C'est maintenant qu'ils sont pacifiques, qu'ils le revendiquent ouvertement, qu'ils sont conscients de leurs droits, qu'il faut accorder au peuple ce qu'ils demandent, leur indépendance, ou leur autonomie, ou des États fédérés, selon les demandes qu'ils reçoivent de part et d'autre à travers le monde. Bien sûr, tous les peuples ne demandent pas la même chose que le peuple kabyle, mais en tous les cas, la Kabylie montre une voie à l'ONU, aux instances internationales, aux grands décideurs de ce monde, que d'autres voies que la violence pour solutionner les conflits existent. Nous avons pris conscience de ce qui fait un peuple et un État. L'État, officiellement, a été défini par un colloque international en 1936 en Amérique latine, à Montevideo. On a dit l'État c'est quoi?
un territoire, une population et une autorité. Et nous avons fait dans la symbolique. Le territoire, nous l'avons. Le peuple, nous l'avons. Il nous manque l'autorité. Nous sommes spoliés de notre propre autorité. Et pour recréer cette autorité, lui donner de la force, lutter contre l'aliénation de l'arabisation et de l'islamisme, de l'intégrisme algérien, nous avons mis sur pied un gouvernement provisoire kabyle, nous avons mis en circulation une carte d'identité kabyle, nous avons mis en circulation un hymne kabyle, et aujourd'hui, nous en sommes au drapeau kabyle. Et c'est une très grande fierté. Nous avons vu comment tous les Kabyles, de quelque bord qu'ils soient, ont embrassé le drapeau, le nouveau drapeau réalisé. Son histoire remonte à 2010. Dès la création du gouvernement provisoire kabyle, j'ai demandé personnellement une résolution pour que nous fassions un drapeau propre à la Kabylie. Et bien sûr, ce n'est pas un drapeau concurrent du drapeau amazigh, mais un drapeau frère du drapeau amazigh. Et il y a lieu qui lui ressemble par un certain nombre d'éléments. Et effectivement, on voit qu'il y a l'azar rouge, on voit qu'il y a le jaune et le bleu, et nous avons lancé un appel pour qu'il y ait des soumissions de drapeaux. À vrai dire, 80% des modèles qui nous ont été proposés se ressemblaient. Mais le vote a fait en sorte que ce soit celui-là qui soit pas. Mais il comportait un défaut. Celui qui a été élu avait un petit défaut, c'est que pour mettre des rameaux d'olivier, il a mis du copier-coller des rameaux d'olivier de l'ONU. Et ça, nous n'y avons pas droit. Alors, nous avons mis sur pied, après l'élection du modèle, hein, c'est la première fois dans l'histoire, d'ailleurs, il faut le souligner, qu'un drapeau a été élu au sein d'un peuple. Et un drapeau a toujours été imposé par une élite, une direction politique qui l'a fait. Mais pour la première fois, le peuple kabyle a innové en lançant un appel à soumission et en faisant voter librement les gens par rapport au modèle qui existe. Et donc le résultat avait fait en sorte que on ne pouvait pas accepter tel quel l'exemple proposé dans la mesure où on n'a pas le droit au plagiat. Les rameaux d'olivier de l'ONU ne doivent pas se trouver chez nous. Donc nous avons mis sur pied une commission technique d'ajustement qui a revu les rameaux d'olivier. D'abord en les stylisant, voilà, en faisant en sorte que ce soit des losanges au lieu des courbes. Ça c'est pour renforcer l'identité artistique et symbolique de la Kabylie. Ensuite, en ajoutant un élément de prospérité qui est le grain d'olive, des grains d'olive. Deuxièmement, il y a le rameau lui-même et la couleur qui était la sienne auparavant, le vert. Le premier principe, c'est que dans un drapeau, regardez tous les drapeaux du monde, ils comportent, à 50% d'entre eux, ils comportent deux couleurs. Le jaune, c'est propre à la Kabylie. C'est la couleur fétiche de la Kabylie. Faire en sorte qu'il y ait des rameaux d'olivier, c'est d'abord un arbre de chez nous que Mamri, notre grand écrivain, avait loué dans ses écrits, mais aussi
le rameau d'olivier, c'est la paix. Et أكن نقص قبيليت ندايوغال دوراغ زعما تزكزاوت سيل اللي أتحارب أف قبيليت عندها الزمور يغال دزكزاو ديال قبيليت المعديدس تقبيليت تقري ربيو يثلل la liberté et la démocratie protègent la Kabylie protège la liberté et la démocratie. L'Aza, ce sont nos origines, aussi bien amazières qu'africaines. Voilà ce que nous avons eu comme symbolique et comme force symbolique à proposer. Et la Kabylie l'a brandi avec énormément de force. Et je rends hommage à tous ceux et à toutes celles qui déjà l'ont implanté chez eux, l'ont fabriqué pour se donner de la satisfaction morale, et à celles et ceux qui vont faire leur emblème national avec fierté. Et nous allons le brandir devant toutes les instances internationales et à toutes les opportunités qui nous seront offertes. Je rends hommage au travail du MAC et à son président, M. Bouazizi Chipip, qui, en infatigable combattant de la liberté pacifique, de combattant pacifique pour la liberté, sillonne la Kabylie tous les jours de manière pratiquement inlassable. Et c'est admirable le travail qu'ils ont accompli. Et j'appelle tous les Kabyles, toutes les Kabyles, à s'investir dans ce mouvement, à faire en sorte qu'il soit le leur et qu'on arrive à dire au monde entier que nous sommes un peuple uni et que personne, absolument personne, ne peut nous défaire. Après le drapeau maintenant, il est évident que nous passerons à autre chose. La Kabylie se construit. Et je souhaiterais que parmi vous, il y ait des volontaires pour constituer l'Assemblée nationale kabyle. Une assemblée de sages, une assemblée consultative, une assemblée qui intervienne aussi quand il y a danger sur la Kabylie. Donc nous avons besoin de construire un parlement ou une assemblée consultative, un agréau en tous les cas, qui fasse en sorte que chaque tendance, chaque région de Kabylie soit représentée dignement et qu'on puisse dire au monde entier, voilà, nous avons réuni tous les éléments constitutifs d'une souveraineté. Nous la méritons, vous devez la reconnaître. J'espère que la communauté internationale, en tous les cas j'y travaille personnellement, soit au rendez-vous pour que nous proclamions notre droit d'organiser un référendum d'autodétermination et sur la base du résultat du référendum qui sera positif, nous puissions proclamer notre indépendance en tant que peuple kabyle. Voilà à quoi nous travaillons et je souhaiterais que tout un chacun travaille de son côté pour cela. Il y a aussi à savoir que un gouvernement, un État, un mouvement comme le MAC ont besoin de moyens. C'est vrai que la Kabylie avait réussi, pendant la guerre d'indépendance, à instaurer
un impôt révolutionnaire qui était d'1 franc ou de 5 francs à l'époque par personne, par émigré. Mais c'était aussi la contrainte. C'était pas par conviction que les gens donnaient de l'argent, c'était surtout par crainte d'être abattu. Parce qu'à l'époque, celui qui n'obéissait pas, il connaissait le sort qui lui était réservé. Nous n'avons pas pour objectif de contraindre qui que ce soit. Nous avons pour ambition de convaincre chacun que donner pour son État, c'est investir pour ses enfants. Je discute avec quelques Israéliens de temps en temps, quelques Juifs, ils me disent nous apprenons à nos enfants à donner dès le jeune âge. Quand ils les prennent à la synagogue, ou dans des réunions, à l'âge de 6 ans, de 4 ans, 5 ans, ils leur donnent une pièce à donner pour leur apprendre le geste d'être solidaires avec leur environnement. Nous devons le faire nous aussi. L'argent donné pour la Kabylie n'est jamais perdu. Il y a une fondation qui s'appelle la FIDEC qui a été mise sur pied. Regardez sur Tamour s'il y a son site internet, un numéro de compte qu'il faut donner. Mais il y a aussi des besoins de fonctionnement immédiat auxquels le MAC et le gouvernement provisoire ont besoin. Des besoins qui doivent satisfaire immédiatement pour des voyages, pour la diplomatie, pour rencontrer des faiseurs d'opinion à l'échelle internationale. Donc, il faut constituer à la fois un fonds de solidarité pour le développement local, ça c'est la FIDEC notamment. Il faut aussi financer les activités du gouvernement provisoire kabylie et celles des militants. Quand vous avez des militants qui, chaque jour, sillonnent la Kabylie, ils prennent des voitures, ils mettent de l'essence, ils ne travaillent pas, ils travaillent pour nos enfants. C'est de notre devoir de les prendre en charge et de les aider. Je demande à ce que chacun apprenne à être solidaire, matériellement, financièrement, du combat de la Kabylie. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. L'argent est le nerf de la guerre. Et heureusement que nous ne faisons pas la guerre physique, nous faisons la guerre politique, c'est-à-dire le combat civilisé, non violent, pour nos droits. Nous sommes presque au cœur de la finance du monde. Nous sommes près de Genève, à côté de la Suisse. Vous comprenez que si la Suisse se porte bien, c'est parce que financièrement, elle a su se débrouiller, créer un fonds international qui fait que tous les capitaux du monde viennent chez elle et ainsi assurer la prospérité du peuple suisse. Nous, les Kabyles, sachons-le, il n'y aura aucune aide étrangère sur le plan financier, d'eux que l'on pourrait espérer. Pourquoi? Il faut le savoir, on ne prête qu'aux riches. C'est le jour où les étrangers sauront que nous ramassons des millions de dollars ou d'euros par jour, qu'ils seront eux-mêmes appâtés d'en profiter et donc de proposer leurs services. Il y a aussi à savoir que, où que nous soyons, à travers le monde, la diaspora doit être organisée pour constituer des lobbies. Le lobbying est l'arme de dissuasion massive, si vous voulez, par lesquelles l'ensemble des peuples s'imposent à l'échelle du monde.